production agricole, nous avons aussi des unités de production non agricoles qui sont sous la maîtrise des femmes, pour 63%. Mais ce qui est aussi remarquable, c'est que 61% des actifs ont moins de 20 ans, donc sont relativement jeunes, mais la moitié pratiquement n'a pas été à l'école, donc sans niveau scolaire. Il y a aussi que la moitié des actifs sont des aides familiaux. Cette problématique va revenir un peu plus tard parce qu'elle est importante. Et l'essentiel des unités de production non agricoles sont constituées par, disons, des unités où c'est l'individu qui gère son unité mais qui n'emploie pas. Donc c'est des unités uniques. Et le salariat agricole est presque inexistant, ce qui n'est pas une surprise dans le bassin arachidier. Dans la zone des Niayes, là aussi l'agriculture est toujours très importante, même si on est à proximité de Dakar. 79% des ménages disposent d'une unité de production agricole. Donc l'agriculture est aussi importante. Mais la différence avec le bassin arachidier, c'est que là, on fait recours aussi à la main-d'œuvre extérieure. Contrairement à ce qu'on voit la présence des femmes est très importante, mais pas dans l'agriculture, mais dans les unités de production non agricoles. Et les aides familiaux sont moins importantes, aussi bien dans les Niayes que dans le delta. On a plus d'aides familiaux dans le bassin arachidier. On y reviendra. Dans le delta, nous avons une configuration similaire, avec la présence de recours à la main-d'œuvre extérieure, le fait que les femmes sont, disons, à la tête des unités de production non agricoles, sauf que dans le delta, il y en a moins. C'est-à-dire que ce soit dans le bassin arachidier ou bien dans les Niayes, les unités de production non agricoles, essentiellement autour du petit commerce, autour de la vente de légumes, etc., sont aux mains des femmes. Mais dans le delta, c'est pour moitié, 49% seulement. Le reste, ce sont les hommes qui le maîtrisent. Alors, lorsqu'on pense maintenant à la performance de ce marché-là, ce qu'on remarque, c'est que dans les zones où il y a une maîtrise de l'eau, les revenus proviennent essentiellement de l'agriculture. Cela n'est pas une nouveauté, ça confirme des résultats antérieurs que nous avions eus. Quand vous regardez le delta, 66% des revenus proviennent de l'agriculture. Par contre, dans les Niayes aussi, c'est un peu plus, disons, de 45%. Mais par contre, quand vous regardez le bassin arachidier, les revenus qui proviennent de l'agriculture maintenant sont relativement faibles, autour de 30%. C'est plutôt le non-agricole qui fait vivre. Et quand je parle de revenus ici, c'est l'ensemble des revenus déclinés. Et vous voyez que les revenus issus du salariat sont relativement faibles à ce niveau-là. Ce qu'on voit ici aussi, c'est que du point de vue de la migration, seul au niveau du bassin arachidier, on ressent les flux des revenus qui proviennent de la migration. Que ce soit dans les Niayes ou dans le delta, c'est faible parce que la migration n'est pas très importante comparée au bassin arachidier. Alors, revenons maintenant aux jeunes pour voir dans quel secteur ils sont. On se rend compte que l'agriculture est la principale pourvoyeuse d'emplois pour les jeunes. Que ce soit dans le bassin arachidier, dans les Niayes ou dans le delta. Mais là, il y a juste une nuance. Lorsqu'on, et que ce soit pour les jeunes hommes ou bien les jeunes femmes, c'est l'agriculture qui est la principale pourvoyeuse. Si vous voyez bien dans le bassin arachidier, plus de 90% des jeunes sont dans l'agriculture. Mais évidemment, c'est pour 3 mois. C'est dans l'agriculture publique. Donc il faut relativiser cela. Il en est de même des femmes et des femmes. Par contre, quand vous regardez ce qui se passe dans les Niayes, c'est relativement différent. Là, les femmes sont plutôt dans le non-agricole, presque totalement. Ce sont les hommes qui sont dans l'agriculture, mais dans les Niayes aussi, c'est l'agriculture qui est la principale source pour les jeunes. Dans le delta, c'est la même chose. Les jeunes sont, que ce soit jeunes hommes ou jeunes femmes, sont dans l'agriculture. Alors, lorsqu'on voit maintenant le statut de ces jeunes au sein, dans cette agriculture-là, on a une image différente. Si vous prenez le delta,
on voit là-bas que les jeunes ont plus d'autonomie. Les indépendants agricoles sont plus importants. 43% des jeunes sont indépendants, donc peuvent exploiter à leur profit. Par contre, quand vous regardez le bassin arachidier, c'est relativement faible. Les indépendants sont autour de 10%. Donc, l'essentiel des jeunes sont soit aides familiaux purs ou bien aides familiaux avec une activité non agricole. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de relativement important à avoir à ce niveau. Encore une fois, le salariat n'est pas très important. Lorsqu'on pense maintenant à la productivité, on se rend compte, et pour faire ceci, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de comparer les jeunes, 15-35 ans, qui sont responsables d'unités de production. On les a comparés avec les adultes, plus de 35 ans, qui sont responsables d'unités de production, pour voir un peu, est-ce qu'il y a des différences de productivité. Mais ce que les résultats nous donnent, c'est qu'il n'y a pas de différence entre jeunes et adultes, du point de vue de la productivité. Ça veut dire que si vous permettez aux jeunes d'accéder à des ressources et de pouvoir produire, il sera aussi performant que l'adulte. Deuxième leçon, c'est que entre zones, oui, il y a une différence nette. Les jeunes qui sont dans les zones d'arrivée, Niayes et Delta, ont une productivité beaucoup plus importante que les jeunes qui sont dans les zones de départ. Ça, c'est indéniable, les résultats le montrent clairement. Et cela est valable pour la productivité de la terre, donc uniquement agricole, ou bien pour la productivité du travail. Lorsqu'on voit la productivité du travail, aussi bien la productivité du travail agricole ou non agricole, il n'y a pas de différence entre jeunes et adultes. Mais il y a une différence nette entre zones. Et ça, c'est... Il n'y a que dans le bassin arachidier où les adultes ont une productivité supérieure aux jeunes. Nous avons essayé de l'expliquer un peu sur le disponible foncier, parce que c'est des zones saturées, c'est des zones où les jeunes n'ont pas toujours la possibilité, avec les démembrements, avec les héritages, ils n'ont pas toujours la possibilité d'accéder à ça. Ce qui fait que les adultes ont beaucoup plus de possibilités dans ces zones-là. Et donc la productivité est plus importante pour les adultes au niveau du bassin arachidier. Mais il s'agit simplement de la productivité agricole. Quand on change et qu'on voit les autres types de productivité, il n'y a plus de différence entre jeunes et adultes. Lorsqu'on compare, disons, le bassin arachidier et les autres zones, clairement, on voit qu'il y a des différences nettes de productivité. Vous voyez ici, ça c'est la productivité de la terre. Vous voyez relativement faible pour le bassin arachidier, des niveaux relativement faibles. Quand vous prenez les Niayes et le delta, les moyennes sont relativement élevées comparées au bassin arachidier. Mais là aussi, statistiquement, il n'y a pas de différence entre les deux, entre le delta et les Niayes. La même chose est valable lorsqu'on passe à la productivité du travail. On voit nettement qu'il y a une différence entre le bassin arachidier et les deux autres zones. Mais statistiquement, il n'y a pas de différence entre ces deux. Ça, c'est du point de vue de la productivité et ça me semble être important. Et ceci est valable lorsqu'on prend tous les chefs d'exploitation. C'est valable aussi lorsqu'on isole et on prend seulement les jeunes. Nous avons la même image entre zones. Alors, maintenant, essayons de voir le niveau de participation des jeunes. Parce que souvent, on dit que les jeunes n'aiment pas l'agriculture, les jeunes ne sont pas engagés dans l'agriculture. Donc, nous avons voulu aussi regarder cela de très près. Et cette image, on peut la diviser en deux parties. La première partie essaie de voir les jeunes qui sont dans l'agriculture par rapport à l'ensemble des jeunes dans le ménage. Quelle est la part des jeunes qui sont dans l'agriculture par rapport à l'ensemble des jeunes? Nous avons essayé de voir d'abord les jeunes femmes agricoles par rapport à l'ensemble des jeunes femmes dans le ménage. Et on se rend compte que si nous allons dans le bassin arachidier, la part des jeunes femmes agricoles est importante. Donc,
presque 68% des femmes qui sont dans les ménages participent à l'activité. Par contre, très faible au niveau des Niayes, seulement 18% des femmes sont dans l'agriculture et à peu près 40% au niveau du delta. Lorsqu'on regarde les jeunes hommes par rapport au total des jeunes hommes dans les exploitations agricoles, on a à peu près la même image. C'est-à-dire que dans le bassin arachidier, vous avez près de 70% des jeunes hommes dans les ménages qui participent. Par contre, quand vous allez dans les Niayes, c'est à peu près 35%. Donc il y a très peu de jeunes globalement qui participent. Et au niveau du delta, à peu près 60% des jeunes. Maintenant, et quand on voit le global, les jeunes agricoles par rapport aux jeunes du ménage, l'image est à peu près la même. C'est-à-dire que c'est faible au niveau des Niayes. Et nos résultats ont été corroborés par les rencontres qu'on a eues avec beaucoup de personnes vivant dans les Niayes. Et on aura peut-être l'occasion de discuter. Maintenant, lorsqu'on prend la main-d'œuvre familiale par rapport aux jeunes, c'est-à-dire que là, on compare les jeunes par rapport à la main-d'œuvre familiale, on a une autre image encore. C'est-à-dire que c'est encore beaucoup plus faible. Lorsqu'on pense à jeunes femmes par rapport à la main-d'œuvre familiale, on voit que c'est autour de 21%. Pour le bassin arachidier, autour de 9% pour le Niayes et autour de 13% pour le delta. Pour les hommes, c'est à peu près autour entre 22 et 30%. Et globalement, ce que nous voyons, c'est que dans le bassin arachidier, 40% des jeunes en termes de main-d'œuvre familiale participent. Par contre, oui, c'est autour de 40%. Ces résultats nous interpellent, et j'y reviendrai tout à l'heure, interpellent aussi les exploitations agricoles, interpellent les organisations paysannes sur l'engagement des jeunes au sein des exploitations familiales. Quelques éléments sur la migration, parce que nous voulions aussi voir un peu les jeunes qui quittent le bassin arachidier, qu'est-ce qu'ils font. Première chose, c'est qu'on se rend compte que nos hypothèses de départ sont vérifiées. C'est-à-dire que quand on a fait les enquêtes, on s'est rendu compte que 80% de ceux qui sont identifiés en termes de migrants viennent du bassin arachidier, contre environ 20% pour les deux régions, Niayes et delta. Donc, la migration interne est très forte en provenance du bassin arachidier. Alors, ce que cela nous donne, c'est que 60% des ménages du bassin arachidier ont au moins quelqu'un qui est en migration depuis 6 mois ou plus. Au moins. Et 80% de ces migrants-là sont des jeunes, de 15 à 30 ans. Et 67% de ces migrants sont du sexe masculin, 42% sont mariés. Et pour Bambey, c'est extrêmement important parce que c'est là où on retrouve aussi les femmes mariées qui viennent en migration. Et pour 71%, Dakar est la destination principale. Lorsqu'on prend le bassin arachidier uniquement, on se rend compte que la majorité est célibataire, c'est jeune, mais il y a beaucoup de mariés, et parmi ces mariés, la majorité provient de la zone de Bambey. 71% vont à la capitale, il y a une infime partie qui va à l'étranger, le reste c'est dans les autres régions. Ces 16%-là, c'est essentiellement vers Touba. Toujours sur la migration, quelle activité ils mènent quand ils viennent avant la migration, ils sont pour 73% dans l'agriculture. Et le reste, c'est études, services domestiques, commerce, transport. Mais on voit un changement radical dès qu'ils viennent en migration, après migration. Ils sont essentiellement sur services domestiques pour les jeunes filles et les jeunes femmes. Les autres, les études constituent un élément très important, mais la plupart de ceux qui ne sont pas dans les services domestiques, donc les hommes, ils sont dans les services de transport, d'artisanat, de commerce. Et il y a très peu qui sont dans l'agriculture. C'est à peu près 6%.
ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une spécialisation accrue en termes de genre, et les études sont extrêmement importantes de ce point de vue. Donc, lorsqu'on pense à la migration, on doit aussi réfléchir à ces questions. Enfin, sur migration, juste regarder un peu la question des revenus, et ça peut nous interpeller. Lorsqu'on a essayé de voir les revenus au niveau du bassin arachidier, on se rend compte qu'ils sont relativement faibles. En les divisant par classe, on voit que ça varie entre 86 000 à 126 000 revenus par terre. Mais ici, c'est les revenus globaux. Et lorsqu'on regarde la zone irriguée, par campagne seulement, on voit que les revenus sont supérieurs. C'est-à-dire que les revenus d'une campagne sont supérieurs aux revenus globaux du bassin arachidier. Ça, quand même, c'est des différences. Et lorsqu'on compare avec les emplois et les métiers que les gens ont quand ils viennent à Dakar, on voit aussi que en dehors de quelques, disons, métiers ou quelques occupations qui sont moins payantes comme les services domestiques, l'ingénierie et autres, on a des particularités. Par exemple, le travail de vulgarisateur est relativement bien payé. Le commerce, notamment le petit commerce et le commerce avec installation. Ensuite, on a charretier, docker, chauffeur, etc. Tout cela montre que, tout de même malgré les difficultés que les gens ont à Dakar, etc., les revenus semblent être relativement plus élevés. Il faut juste les tempérer parce que ces revenus ne prennent pas en compte la vie chère à Dakar. Donc, il faut les tempérer. Alors, quelques messages. Nous avons voulu terminer sur quelques messages. D'abord, premièrement, étant donné que c'est une étude sur 2 ans, nous n'avons pas voulu vous baratiner avec les chiffres, on en a eu beaucoup. Mais nous avons quelques messages clés à partager et surtout, essayez de voir quelle est votre réaction par rapport à ces messages et qu'est-ce que vous en pensez. Premier message, c'est sur l'accès et le contrôle des ressources productives. Nous nous sommes rendus compte que les jeunes ont un problème d'accès et de contrôle des ressources. Je crois que tout à l'heure, quand Jean-Pierre intervenait, l'un de ces messages, c'était autour de ça. Comment faire pour que les jeunes puissent accéder à l'eau, à la terre, etc., etc. Ça, c'est un problème qui est ressorti. Et à côté de cela, on se rend compte que quand on met les jeunes au même niveau que les adultes, on a le même niveau de productivité. Donc, nous nous sommes dit, est-ce qu'il ne faudrait pas modifier les règles d'attribution foncière lorsque l'État procède à des aménagements? Par exemple, si l'État veut faire des aménagements MCA dans la vallée, l'État se dit, ok, je vais aménager 1000 hectares, mais sur les 1000 hectares, je prends la décision d'affecter 20% aux jeunes. Au lieu de dire simplement, j'affecte aux chefs de famille. Dit, ok, les 80% vont aller aux chefs de famille, mais 20% pour les jeunes. Donc, changer les règles d'attribution, afin que les jeunes aient l'opportunité de pouvoir. Première chose. Deuxièmement, c'est avoir un conseil agricole spécifique pour les jeunes. En général, quand vous connaissez bien le monde rural, le conseil agricole, la formation, tout cela ne prend pas en compte les jeunes. C'est un conseil qui est pour tout le monde, alors que les jeunes ont des besoins spécifiques en termes de conseil agricole. Troisièmement, renforcer le capital social. Et là, les organisations paysannes ont certainement un rôle important à jouer. Parce qu'on se rend compte que quand vous êtes jeune, vous n'avez pas de réseau. Ceux qui ont les capitales sociales, c'est ceux qui ont l'expérience, qui ont des réseaux, qui peuvent régler des choses, qui peuvent aller à la banque, etc. Le jeune, il est doublement handicapé. D'une part, il est dans un secteur agricole qui ne bénéficie pas souvent de la confiance des banques. Mais deuxièmement, il est jeune, il n'a aucune expérience, donc on ne peut pas lui faire confiance. Comment faire pour que ce capital social soit renforcé? Les organisations paysannes peut-être ont un rôle à jouer et il y a certains leaders des organisations paysannes dans cette salle. Peut-être qu'on peut apprendre d'eux sur comment on peut faire pour que les jeunes aient davantage de capital social. Deuxième message, c'est la question de l'information sur les marchés du travail.
à travers les recherches, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de jeunes quittaient le bassin arachidier, venaient à Dakar, passaient un moment comme docker, maçon, faisaient le petit métier, mais après se rendaient compte qu'ils ne pouvaient pas aller, ils étaient au bout. Et après, à travers leur petit réseau, ils arrivaient à se rendre compte qu'ils pouvaient aller dans les Niayes, ou bien ils pouvaient aller dans le delta. Et ils quittaient pour aller dans les Niayes, dans les deltas, devenir ouvriers agricoles, essayer de pouvoir avoir accès aux fonciers, commencer à produire dans ces conditions. Alors la question que nous nous sommes posée, c'est comment peut-on faire, du point de vue du pouvoir public, pour rendre l'information disponible afin que le jeune n'ait plus à faire ce travail, disons, de recherche, et qu'il soit dès le départ informé de l'existant, des opportunités qui existent. C'est vrai que l'État fait un effort dans ce cadre-là, il y a beaucoup de guichets d'information, mais ces guichets d'information ciblent davantage l'urbain. Les étudiants, les gens qui ont une certaine éducation, ces guichets d'information ciblent. Est-ce qu'il y a des guichets, est-ce qu'on peut avoir des guichets d'information adaptés pour les jeunes du monde rural qui exploitent les réseaux existants? C'est-à-dire au lieu de mettre d'inventer la roue, mais les jeunes ont des canaux pour s'informer. Est-ce qu'on peut faire la cartographie des réseaux sociaux? Je ne parle pas des réseaux sociaux Internet, Facebook, mais la cartographie des réseaux sociaux, c'est-à-dire voir dans chaque zone comment les jeunes s'informent, comment on peut s'informer pour accéder au travail. Et à travers cette cartographie, prendre disons, les acquis des technologies de l'information et faire en sorte qu'aujourd'hui tous les jeunes ont un petit portable. Comment on peut faire pour qu'ils aient l'information? Comment on peut s'appuyer sur les têtes de pont dans ces zones-là? Parce qu'il y a des leaders qui sont installés dans ces zones et qui donnent l'information. Comment on peut tout cela aider à faciliter l'accès à l'information? Donc ça, c'est le deuxième message, l'information sur les marchés de travail en milieu rural. Et cela doit se faire aussi bien pour les jeunes hommes que pour les jeunes femmes. Troisième niveau, c'est capacité et expérience. On se rend compte aussi que beaucoup de jeunes quittent le bassin arachidier, viennent s'installer dans les Niayes ou dans le delta, travaillent pendant des années et après se disent, mais tiens, ce que je suis en train de faire, ce que j'ai acquis comme expérience, je peux le réinvestir chez moi. Donc je peux retourner à Bambey, je peux retourner à Fatick pour le faire. Alors là, souvent, il y a des expériences qui existent. Hein. Quand vous allez dans la zone de Fatick, vous trouverez des jeunes qui étaient dans les Niayes, qui sont retournés et qui aujourd'hui sont dans l'arboriculture, sont dans le maraîchage, etc. Comment on peut accompagner ces initiatives? Comment on peut faire en sorte que ceux qui ont acquis de l'expérience, on le fait déjà pour les émigrés, c'est-à-dire les gens qui sont en Italie, en Espagne, pour les aider à s'installer. Est-ce qu'on peut le faire à l'interne? Est-ce qu'on peut aider nos jeunes qui ont quitté, qui ont acquis de l'expérience pour pouvoir se réinstaller dans leur terroir d'origine? Oui, c'est possible. Comment le faire? Il y a un package à avoir. Ça ne peut pas être certainement le package de Jean-Pierre, mais ça peut être un package similaire. C'est-à-dire un minimum de maîtrise de l'eau. Hein? Des puits fonctionnels, une zone qui est entourée, clôturée, un financement, un accès au financement, etc. Ça, on peut le faire. Deuxièmement, il ne faut pas oublier ceux qui ne sont pas partis. C'est-à-dire, quand vous le faites aussi, pour ceux qui sont partis, pensez à ceux qui ne sont pas partis. Comment, dans la création de l'environnement pour accueillir ceux qui sont partis, comment on peut intégrer ceux qui ne sont pas partis? La différence entre les deux groupes, c'est que ceux qui ne sont pas partis n'ont pas l'expertise. Ils n'ont pas acquis cette expérience, ils n'ont pas appris, donc il y a de la formation à faire. Il y a un renforcement de capacité à faire, etc. Comment on peut créer des îlots comme ça dans les zones déshéritées où il n'y a pas de demande? Parce que le grand problème, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il y a une offre abondante de main-d'œuvre, il n'y a pas de demande. Comment on peut créer cette demande en créant de petits îlots? C'est sûr que ça peut être complémentaire à ce qui se fait avec les products, etc. Les products constituent déjà une réponse à une échelle. Mais on peut aussi faire la même chose et je crois qu'il y a des choses qui se font
par exemple dans la zone de Mekhe, certainement vous pourrez le partager. Et nous pensons que ça peut être aussi un axe d'intervention assez intéressant. Enfin, le dernier point que nous aimerions aborder, c'est la question de la rémunération des aides familiaux. À travers les études, on s'est rendu compte que de plus en plus, il y a un déphasage entre jeunes et moins jeunes. Avant, les exploitations familiales fonctionnaient de façon relativement bien huilée. Le jeune, il était dans l'exploitation, il participait, il travaillait et il était sûr qu'après, son tour viendra. Mais aujourd'hui, il y a des ruptures. Les jeunes n'ont plus les mêmes besoins qu'avant. Les jeunes ont besoin de choses dont disposent les adultes. Donc ils ont besoin de ressources, ils ont besoin de revenus. Or, on se rend compte que par exemple dans la zone du bassin arachidier, l'essentiel, 50% des jeunes sont des aides familiaux, c'est-à-dire qu'ils travaillent sans rémunération. Évidemment, ils sont rémunérés d'une autre façon parce qu'ils sont pris en charge. Mais ils ont d'autres besoins qui ne sont pas pris en charge. Et ça aussi explique un peu quelques débats. Comment on peut faire pour que les jeunes aides familiaux soient rémunérés d'une façon plus? Et ça, c'est une réflexion à mener. Je sais déjà que la France travaille sur ces questions-là, avec des budgets familiaux qui sont discutés. Hein? Donc ça peut être une expérience peut-être à démultiplier. On se rend compte aussi que si vous ne faites rien pour ces jeunes, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont partir. Ils vont partir et ce sera une perte pour la famille. Comment on peut avoir une rémunération adaptée? Dans le milieu de la pêche, ça se fait déjà. Quand vous êtes, même si vous êtes de la même famille, vous allez à la mer, quand vous revenez, on vous rémunère. Est-ce qu'il est possible d'intégrer ça? Ça, c'est une grande question qui est posée non pas au pouvoir public, mais qui est posée aux organisations de producteurs. Donc, voilà globalement les résultats.